What are you going to do? Kill me? You will not. Okay. But you'll beat me there. Hey, that light at the end of the tunnel? Guess what? That's not heaven. That's the sea train! Et oui, après de multiples tacles à son sujet, aujourd'hui, on va parler MCU. Le Marvel Cinematic Universe, mais en réalité on va plutôt parler d'une œuvre en particulier. Je vous entends déjà hurler au scandale, quel que soit votre camp. Amoureux de la franchise, vous m'imaginez déjà dédier une vidéo à la descendre, tandis que les haineux, vous êtes désespérés à l'idée que je lui consacre autant de temps à la descendre aussi. Calmez-vous, vous êtes dans l'erreur, car je souhaite aujourd'hui vous parler de l'œuvre qui m'a le plus emballé de toute l'histoire de Marvel produit par Disney, à savoir Daredevil Born Again. You know, we tell ourselves this is about the city, it's about New York. I'm not so sure that's true anymore. This fight, it is poison. It destroys everything. Maintenant le problème c'est que je ne peux pas revenir sur cette jeune série Disney+, sans revenir sur l'origine de sa création. Sans même commencer à aborder les nombreux problèmes de production, il faut déjà rattacher beaucoup de wagons. Daredevil Born Again est ainsi une récupération et suite de la série Daredevil produite par Netflix à partir de 2015. Créée par Drew Goddard, qui a selon moi une carrière en dents de scie, celle-ci a eu droit à 3 saisons en parallèle de l'univers cinématographique de Disney. Elle met donc en scène le personnage de Matt Murdock, joué par Charlie Cox, alias Daredevil, avocat le jour et justicier masqué la nuit, devenu aveugle dans sa jeunesse suite à un accident qui a décuplé ses autres sens. À la base saluée pour sa noirceur, sa violence et donc sa distinction par rapport au MCU tout lisse, elle finira elle-même par se retrouver embourbée dans son propre univers connecté, aux côtés de Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, en formant le temps d'une désastreuse saison, les Defenders. On peut aussi citer le Punisher, le célèbre John Bernthal dans ses productions Netflix, qui apparaît d'ailleurs dans la saison 2 de Daredevil, mais il n'appartiendra pas à l'équipe des Defenders. En réalité, même en dehors de ce mash-up raté, les saisons 2 et 3 de Daredevil sont à mes yeux bancales, pour ne pas dire mauvaises. La deuxième tient encore la route mais peine à démarrer, interrompant brusquement son fil rouge autour du Punisher pour s'attarder sur Elektra, jouée par Elodie Yung, et les assassins de la main. La troisième retourne vers une rivalité entre Wilson Fisk, le caïd, et Daredevil, mais de façon franchement grotesque, enchaînant les twists tirés par les cheveux et créant des enjeux superficiels qui sont constamment laissés de côté au fil de la saison. Le fait que les acteurs soient en roue libre, en particulier Vincent D'Onofrio incarnant Fisk, cabotin et caricatural n'aide pas du tout. Non mais attendez, je vous jure, c'est une vidéo positive. Finalement, seule la première saison restera comme une brillante origin story de super-héros, noire, urbaine, violente. Il faut dire que cette première série s'inspire grandement du travail de Frank Miller dans les années 80 sur le personnage. Une ère considérée comme l'une des meilleures, qui a posé les fondations du super-héros sombre, torturé et toxique, qui détruit aussi bien sa vie que celle de ses proches. On ne va pas s'attarder sur le comics parce que c'est pas le sujet du jour et que j'ai déjà rédigé un article sur le sujet sur mon blog, mais il faut comprendre que quand Miller s'empare du comics, il redéfinit complètement le personnage. Il introduit des éléments qui font désormais partie de l'identité du héros comme Elektra, Stick ou la main, et va jusqu'à lui offrir une nouvelle origin story dans Daredevil The Man Without Fear, avec John Romita Jr. au dessin. On lui doit aussi la grande importance de Fisk en tant que rival, alors que jusqu'ici il s'agissait principalement d'un ennemi de Spider-Man. Il n'est donc pas étonnant que l'œuvre de Miller serve toujours d'inspiration pour les adaptations, que ce soit pour la série Netflix, mais aussi pour le film des années 2000 avec Ben Affleck, aux airs de comédie involontaire, mais quand même très fun.
Bref, la série Netflix s'est arrêtée en 2018 après la saison 3, qui n'est pas un chant du cygne. Entre-temps, la popularité du Marvel Cinematic Universe au cinéma n'a cessé de croître. Alors quand la société de production Disney prévoit de lancer en 2019 sa propre plateforme de streaming, Disney+, elle en profite pour récupérer les droits de la série Netflix afin de l'ajouter à son propre catalogue. Surtout, elle lance le chantier d'une nouvelle série mettant en scène notre fameux diable de Hell's Kitchen. Et très vite, la communication s'axe sur le retour des deux acteurs principaux, à savoir Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Car oui, cette nouvelle série sera à la fois un renouveau et à la fois une suite à la série Netflix, comme la fausse bonne idée de titre le souligne, Daredevil Born Again. Avant même sa sortie, Born Again s'intègre dans une ère particulière de Marvel, et ne comptez pas sur moi pour parler de phase, une ère de récupération, pour ne pas dire de vol. Les films mettant en scène de nouveaux personnages peinent à faire exploser le box-office, et à côté, le studio mise sur des terrains connus, liés à la récupération du catalogue de la Fox, racheté lui aussi en 2019. Un catalogue qu'ils n'ont donc pas créé. Sans vouloir être particulièrement mesquin, parce qu'encore une fois je vous jure que c'est une vidéo positive, je trouve ça assez jubilatoire de voir le MCU foncer tête baissée dans ce recyclage dont ils ne sont pas à l'origine, illustrant leur incapacité à créer quoi que ce soit de nouveau. On peut citer Deadpool 3 qui signe un hommage, vous avez entendu les guillemets, aux licences enterrées de la Fox, le retour de Patrick Stewart et Ian McKellen en Professeur Xavier et Magneto, X-Men 97 qui fait suite à la série d'animation des années 90, et enfin le retour de Daredevil qui en profite pour également faire revenir les autres héros Netflix comme le Punisher et Jessica Jones. Tout ceci semble partir de l'énorme succès de Spider-Man No Way Home, film sans trame logique qui ne se repose que sur l'apparition de ses guest stars. Il fait notamment revenir Andrew Garfield et Tobey Maguire, les acteurs qui ont porté le costume de l'homme araignée avant Tom Holland, mais aussi tout un tas de vilains de ses précédentes incarnations. Et c'est justement dans ce festival de fanservice embarrassant qu'on était témoin du retour de Charlie Cox, le temps d'une scène que je ne saurais qualifier autrement que par pathétique. Désolé. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Pour être tout à fait honnête, ceci dit, à la base, Disney avait bien réengagé les deux acteurs principaux, mais ne comptait pas forcément faire la suite de la série Netflix. C'est suite aux demandes des fans et des acteurs que le reste du casting les a rejoints et que le postulat fut changé. Ce n'est qu'un élément d'une production chaotique où les réécritures et reshoots se sont enchaînés, alors que 6 épisodes dirigés par Matt Corman et Chris Hord étaient déjà tournés. Au final, 2 équipes différentes se sont chargées de la réalisation de la saison 1, ce qui a pu se faire grâce à la grève des scénaristes qui a interrompu le tournage pendant plusieurs mois. La seconde équipe est constituée de Justin Benson et Aaron Moorhead en producteurs, et Dario Scardapan en showrunner, déjà à l'œuvre sur The Punisher de Netflix. Ils ont gardé beaucoup d'éléments de la première, mais en y insérant des scènes supplémentaires ou des changements numériques pour créer plus de liens entre les épisodes. Suite à ce tournage très complexe, tout le monde voyait ce retour de Daredevil avec crainte. Pourtant, si la saison 1 montre clairement les signes d'une production bâtarde, le résultat se révèle être étonnamment bon. Entre tout cet historique auquel Born Again doit se rattacher et sa production désastreuse, la réussite de la série relève du miracle. Un sentiment exacerbé face à l'introduction du tout premier épisode, qui met en scène un événement dramatique de la pire façon possible. La série s'ouvre sur le pire plan séquence d'action qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. Merde. J'aurais juré que c'était une vidéo positive. Au point de me faire pleurer de rire et de le montrer à tout mon entourage. Une réalisation qui s'explique par cet épisode rajouté qui n'était pas forcément prévu et qui a sûrement été tourné dans l'urgence. Si rien n'est aussi désastreux par la suite, cette scène d'introduction symbolise plutôt bien les défauts des 2 saisons de Born Again. Dans la forme, la série n'est pas terrible. Photographie plate, mise en scène des combats peu jouissives, on sent malheureusement l'héritage du MCU sur ces points. La série n'a d'ailleurs que 2 idées d'effets de style qui sont sans cesse utilisées. Les bandes noires horizontales qui disparaissent pour représenter les sens décuplés de Matt, et de très nombreux ralentis pour essayer de clarifier des affrontements qui se déroulent principalement dans le noir, en particulier dans la saison 2. Oui, dans la forme, Born Again ne brille pas spécialement, c'est même l'inverse. C'est dans son écriture que la série se révèle être une excellente surprise. I appreciate you fighting this time. Your step is lighter. You've lost some weight, gained muscle. I'm not gonna spar with you, Murdoch. No, I wasn't asking you to. Well, I'll admit it's not
entirely unpleasant to see you again. It's been a long time. Life has happened. Même si je me suis permis de me moquer de la scène d'introduction, et ce jusqu'à la fin de mes jours, ces enjeux sont quand même assez forts. Foggy Nelson, coéquipier avocat de Matt Murdock, se fait assassiner par l'un des principaux antagonistes de la saison 3 de la série Netflix, Bullseye. Dans sa rage, Matt lui-même tente de tuer ce dernier qui survit miraculeusement à une chute de plusieurs étages. À la suite de ces événements, notre héros laisse tomber son masque, ne croyant plus en son combat de justicier. Une ellipse d'un an nous fait comprendre que la femme de sa vie, Karen Page, aussi traumatisée par les événements, a déménagé à San Francisco et que Matt a dû passer par un deuil difficile. Mais ça, on ne le voit pas. C'est la première décision intelligente de la série, de choisir de nous montrer un Matt non pas au fond du gouffre, mais en train de se reconstruire progressivement, comme suggéré par le joli générique. Il se consacre à son travail d'avocat de la défense aux côtés de sa partenaire et amie Kirsten McDuffie et de leur enquêteur Sherry. Il se lance même dans une relation amoureuse avec la psychologue Heather Glenn. Plus de super-héros. Il tente désormais de s'épanouir dans une vie normale, malgré ses démons, et surtout il ne se substitue plus au système. Ce n'est plus à Daredevil de sauver les innocents, c'est la tâche de Matt Murdock en tant qu'avocat à sa plus petite échelle. Malheureusement, le système est dysfonctionnel et il le réalise à chaque nouvel épisode de la saison 1. C'est tout le paradoxe de Daredevil. Ces deux facettes sont complémentaires, mais isolées, elles sont insuffisantes. La série n'a pas peur de parler d'injustice sociale, que ce soit à travers des micro-trottoirs où un passant parle du procès d'Hector Ayala en disant qu'il ne pourra pas gagner étant donné qu'il est d'origine portoricaine, ou avec un client de Matt qui refuse de faire ne serait-ce que 10 jours de prison pour avoir simplement volé du popcorn. Then you gotta start eating throwaway crap from supermarket dumpsters. Begging for change. And yeah, just once. I want a dessert. Something that don't taste like crap. Something that tastes real good. And for that, they're willing to spend 5 times more to lock me up than they're willing to spend to feed me. C'est là toute la force de la saison 1. Elle a un fil rouge assez ténu, mais elle met constamment en parallèle un discours social et politique avec le développement de ses personnages. Le procès d'Hector Ayala, défendu par Matt, est justement un bon exemple. C'est un homme accusé d'avoir tué un flic, volontairement, alors que nous savons qu'il s'agissait d'un accident. Il essayait de défendre un indique qui se faisait passer à tabac. À travers ce procès, la série parle de ses origines, mais aussi de policiers corrompus, violents. Seulement, Hector est aussi secrètement un autre super-héros, le Tigre Blanc. Quand Matt le découvre, il ne défend plus seulement son client face à une injustice, il défend désormais le statut de super-héros masqué, alors que lui-même refuse de reprendre son identité de Daredevil. Par la suite, Hector se fera descendre par un flic qui porte l'emblème du Punisher, reflétant le fait très réel que le symbole du justicier a été repris par beaucoup de policiers à travers le monde, et en particulier aux États-Unis. La série Daredevil Born Again se confronte ainsi à des problématiques sociales et politiques de notre société sans jamais délaisser le développement narratif. Ainsi, quand Matt Murdock retrouve le vrai Punisher de la série, celui-ci le confronte à son deuil de Foggy Nelson et son abandon de son alter ego. Born Again jongle avec aisance entre désillusion d'un système défaillant, le nôtre, et les implications sur nos personnages. What do you want? Clyde and I were shot, Frank. Guess whose logo I found on the bullet casing? Oh, for Christ's sake. Bunch of bullshit fanboys, huh? Yeah, a lot of them cops. What's that got to do with me? Nothing to do with you, right? Silly me. Et sur ces deux points, c'est du jamais vu dans le MCU. Jamais Marvel n'a osé parler autant de politique et faire de tels liens dans sa vingtaine de films. À tel point qu'ils ont réussi à transformer Spider-Man, un héros qui galère financièrement, enchaîne les petits boulots, en fils spirituel de multimilliardaire qui affronte un ancien ouvrier de Stark. Oui, parce que quand tu tiens à ce point-là à pas faire de politique, souvent tu te retrouves à avoir un discours qui penche plutôt d'un côté droit, finalement. À l'opposé, Born Again met en scène le Punisher qui casse la gueule à des flics qui l'idolâtrent. C'est sacrément audacieux et ce sans même niveler nos attentes vers le bas. Pour rappel, suite à ce phénomène de récupération du symbole du Punisher, la réaction dans les comics a été de changer le logo du personnage. La série est largement plus courageuse et la saison 1 sait malgré tout faire preuve de nuance. Le personnage de Cherry est un ancien flic et le chef de la police lui-même va tenter de s'opposer au système tyrannique qui est mis en place. Pour en revenir à Marvel, même d'un point de vue récupération, c'est inespéré.
Alors que les Spider Garfield et Spider Maguire n'avaient rien à faire dans No Way Home si ce n'est plaisanter sur la mort de Harry Osborn, ou que les personnages de la Fox étaient gentiment tournés en dérision dans Deadpool 3, Daredevil Born Again se sert au contraire de la base existante de la série Netflix pour continuer à construire dessus, sans désaveu. Elle réussit à se distinguer tout en reprenant tous les éléments de ce qui a précédé. Exactement comme dans X-Men 97, une autre grande réussite, les scénaristes semblent avoir compris la chance d'avoir des personnages tout prêts, déjà établis, pour continuer à les faire évoluer. Petit à petit, face aux défaillances de la société, Matt Murdock va donc progressivement redevenir Daredevil, alter ego pourtant très en retrait dans cette première saison. La saison 2, en revanche, lui sera entièrement dédiée, puisque Matt Murdock est littéralement porté disparu. Les deux saisons s'inscrivent ainsi en miroir pour notre héros, les deux faces d'une même pièce. Exactement comme pour Wilson Fisk, alias le Caïd. I see right through you, Fisk. You're not a mayor who loves his city. You're a whiny kid who wants everyone to love him. A monster trying to rewrite his legacy. But guess what? It's too late. Once a thug, always a thug. See you around, Kingpin. Dans Daredevil Born Again saison 1, Wilson Fisk, toujours incarné par un Vincent D'Onofrio forceur, suit le même cheminement que Matt Murdock. Affaibli par un événement passé, probablement dans la série Echo, j'avoue que j'en sais rien, c'est sa femme qui a tenu les rênes de son empire du crime pendant des mois. Mais en revenant, Fisk ne se considère plus comme le caïd et ne compte plus côtoyer ce milieu. En un épisode seulement, il se présente et gagne la place du maire de New York, sur des discours faciles et des slogans factices. C'est un nouveau monde qui s'offre à lui, un nouveau terrain de jeu, celui de la politique. Et comme Matt Murdock, incapable de s'adapter à ces nouvelles règles, il va plutôt refaçonner le jeu à sa manière, redevenant progressivement le caïd, cette fois-ci plus puissant que jamais, plus insidieux, plus officiel. En 2025, mettre en scène un personnage politique qui tient des discours populistes, qui joue sur la peur de l'autre, ici les masques, et qui détruit les institutions petit à petit pour son propre intérêt, ça évoque forcément l'Amérique de Trump. Sous couvert d'agir immédiatement, de passer outre des règles prétendument rigides, Fisk, en bonne métaphore du président américain, érige une société dictatoriale où aucun opposant ne peut se dresser par crainte d'être éliminé d'une façon ou d'une autre. Si la saison 1 reconstruisait le personnage de Wilson Fisk en caïd, en miroir à Matt Murdock, c'est bien dans la saison 2 que la puissance et la violence de son nouvel empire sont les plus illustrées. Inévitablement moins subtile, cette deuxième partie de série ne peut qu'être plus frontale, tant sa métaphore est évidente. Il ne s'agit plus d'illustrer une société défaillante, mais complètement corrompue. Elle ne met plus en scène des flics ripoux, mais carrément une unité d'élite qui ne rend de compte à personne si ce n'est directement au maire. Là encore, cette unité évoque forcément l'agence ICE, qui agit avec violence et en dépit des lois aux États-Unis, sachant qu'ils sont largement couverts et encouragés par Trump. Dans la continuité logique de la saison 1, cette deuxième partie est encore une fois très engagée et dépeint un monde qui est loin de sembler fictif. Camp d'enfermement, procès truqués et propagande sont les symptômes du pouvoir totalitaire de Fisk. Face à lui, à l'instar d'un V pour Vendetta, Daredevil devient un symbole de révolte qui mènera à une insurrection. La série ne prend plus de gants. Dans un tel contexte, les personnages sont amenés à choisir un camp, que ce soit Daniel Blake, incarné par Michael Gandolfini, chargé de la communication à la mairie, ou Bibi Yorick, incarné par Jenny Walton, journaliste qui participe à la propagande pour valoriser Fisk, mais entretient secrètement un média en ligne, dénonçant ses méfaits. On peut d'ailleurs noter que la série dans sa totalité tente de montrer New York et ses habitants, et de remettre la ville au centre des préoccupations. Loin des enjeux interplanétaires des Avengers et consorts qui ne prennent plus la peine de montrer le moindre figurant depuis des années, Born Again tente maladroitement, parce qu'encore une fois la mise en scène de ces moments manque de panache, en tout cas elle tente de montrer l'impact de l'affrontement entre Daredevil et le Caïd sur les New-Yorkais à travers les courts micro-trottoirs de Bibi Yorick. Impossible de ne pas penser aux séquences similaires dans Spider-Man de Sam Raimi, avec les témoignages des passants qui ont aperçu le super-héros. Ropes come out and he climbs up the ropes like a spider web. I see the web and it's his signature and I know Spider-Man was here. The guy protects us, you know, he protects the people. Moins riche thématiquement, cette saison 2 a quand même le mérite de s'inscrire parfaitement en miroir de la première. La saison 1 mettant en scène Matt Murdock et Wilson Fisk essayant d'éviter d'incarner leur alter ego, la saison 2 illustre de nouveau le combat entre Daredevil et le Caïd, qui semble désormais éternel. Quand Matt commence la série, il est encore en deuil, mais une fois reconstruit arrivé à la saison 2, il est capable de pardonner au meurtrier de Foggy. A l'opposé, Fisk termine cette dernière seul, après la mort de sa femme.
De même, après avoir illustré les deux facettes du super-héros, c'est seulement en les réconciliant que Matt peut gagner. En incarnant Matt Murdock lors d'un procès important, et en révélant son identité secrète de Daredevil comme témoignage face à Fisk. Là encore, c'est un solide développement de personnage qui m'évoque l'évolution de ceux de Sam Raimi dans sa trilogie Spider-Man. Toujours est-il que le combat entre les deux rivaux, qui dure désormais depuis 5 saisons, techniquement, ne peut prendre fin qu'en changeant définitivement le statu quo. Rares sont les super-héros qui peuvent se targuer d'oser ceci. Et chez Marvel, c'est aussi une particularité des comics Daredevil, avec des limites, comme toujours. You and I both know who Daredevil is. He's the man who knows exactly what happened on the Northern Star. He knows exactly what happened in my apartment, and he knows exactly who the real criminal in this courtroom is. Isn't that right? You are a fool. No, I'm not. I am Daredevil. C'est avec cette transition toute trouvée qu'émerge une autre grande qualité de Born Again, son changement de ton. Exit Frank Miller, la série a désormais conscience qu'il y a tout un tas d'autres auteurs qui ont travaillé sur le comics, et tout aussi talentueux. Elle emprunte ainsi à Brian Michael Bendis, Charles Soule, Mark Waid ou Chip Zdarsky. C'est parfois fait un peu bêtement, simplement avec des name drops, comme le flic Cole North, important dans les BD mais inutile dans la série. Ou avec Heather Glenn, pas forcément un mauvais personnage dans la série, mais qui n'a pas grand chose à voir avec celui du comics. En revanche, l'intégration de Kirsten McDuffie est très pertinente. De même, la réappropriation de l'arc du Tigre Blanc, Hector Ayala, est maligne puisque déjà sur le papier, son procès servait d'introspection pour Matt Murdock, mais dans un contexte très différent. L'utilisation de ces sous-intrigues qui servent de miroir déformant à Matt ou Fisk est d'ailleurs à double tranchant. Si le procès Ayala m'a semblé très bien traité avec des légères répercussions sur le reste de la série, le super vilain Muse qui utilise le sang de ses victimes pour réaliser des peintures murales dans la ville est un véritable gâchis. Bien sûr, l'émergence d'une telle menace sert intelligemment de motivation pour Matt pour qu'il remette le masque, et pour Fisk pour qu'il durcisse sa politique anti-justicier, mais en elle-même, elle est bouclée en 2 épisodes et n'a pas d'énorme impact pour la suite. En termes d'atmosphère, en revanche, c'est une vraie réussite. La série est bien plus légère, plus lumineuse même que dans la série Netflix, qui se complaisait dans un excès de noirceur arrivé à la saison 3. Un peu comme certains comics d'ailleurs, notamment ceux d'Ed Brubaker, pourtant un excellent auteur. Cette plus grande légèreté n'empêche pas la série d'avoir des enjeux sérieux et d'aborder des thématiques fortes comme on l'a déjà vu. Elle se permet aussi d'avoir une grosse parenthèse amusante à travers l'épisode 5 de la saison 1, qui se déroule pourtant en plein braquage de banque. Dans l'ensemble, l'ambiance de Born Again m'a rappelé les comics très solaires de Mark Waid. Dans ceux-ci, tout est plus coloré, et comme dans la série, Matt Murdock, que ce soit avec ou sans le masque, ne mène plus son combat en solitaire. Cette évocation de plein d'auteurs différents est donc assez paradoxale avec le sous-titre Born Again, qui souligne bien une renaissance du personnage, mais est aussi le titre d'un des runs les plus iconiques de Frank Miller, alors que son travail est loin d'être au centre de ces 2 saisons. Enfin, à ma grande tristesse, Daredevil Born Again doit aussi s'intégrer au MCU, ce qu'il fait plus ou moins maladroitement. Si la présence du Punisher dans la saison 1 est très réussie, le retour de Jessica Jones dans la suivante est nettement moins impactant. Quant aux clins d'œil, ils sont nombreux, que ce soit avec le père de Miss Marvel, ou Jack Duquesne, super-héros escrimeur, que vous n'avez aucune chance de connaître si vous n'avez pas vu la série Hawkeye auparavant. Mais tout ça est finalement inoffensif. Les connaisseurs seront contents, peut-être, et les autres n'auront pas spécialement l'impression de manquer quoi que ce soit d'important. En revanche, la série pose cette question récurrente et agaçante depuis 2008. Où sont les autres super-héros ? Après tout, Fisk s'approprie New York et instaure une politique anti-masque. Puisque tout est connecté, où sont Spider-Man, Hulk ou Doctor Strange ? La raison, elle est évidente, la production n'a pas été chercher Tom Holland, Benedict Cumberbatch ou Mark Ruffalo pour des questions de budget. Malgré la présence de quelques figures des séries Netflix et donc de Jack Duquesne, je peux comprendre la frustration face à ce genre d'incohérence. Maintenant, tout à fait personnellement, je ne suis pas loin de détester le principe d'univers connecté, et je suis largement satisfait de voir une série mettant principalement en scène Daredevil quand je décide de regarder une série qui s'appelle Daredevil. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un teaser pour tout un tas d'autres personnages. Thématiquement, ceci dit, je trouve ça intéressant, et même finalement pas si incohérent, de ne voir apparaître aucun de ces personnages, qui depuis de nombreuses années n'ont été que face à des enjeux intergalactiques ou des menaces planétaires. À part éventuellement Black Panther, aucun de ces personnages ne s'est jamais soucié de politique. Pour rappel, dans Homecoming, le Spider-Man de Tom Holland est même frustré d'être considéré comme la gentille araignée du quartier et ne souhaite que participer à des enjeux plus grands.
Ces personnages, dans quasiment toute l'histoire du MCU, ne se préoccupent jamais des citoyens. Ils sauvent constamment le monde, une notion relativement abstraite, mais jamais les gens, à plus petite échelle. L'existence de Daredevil n'en est que plus exceptionnelle, en tant que héros du peuple tout d'abord, mais aussi pour Disney, qui depuis le début du second mandat de Trump, refuse catégoriquement de froisser celui-ci avec des potentiels discours progressistes. Malgré toutes ces failles, la série est à l'opposé de la feuille de route du studio. Elle montre les gens, parle de violences policières, tape sur Lights, dénonce la ségrégation et appelle à la révolte. Rien de tout ceci n'est subtil. Daredevil Born Again est donc une anomalie dans le catalogue Disney actuel, mais aussi dans son propre univers connecté. Comme son personnage, la série devient ainsi une icône, incitant à lutter pour un avenir meilleur. Stay down, Fisk! No, stay down! No! 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 Listen to me. It's over. It's over for both of us. Daredevil Born Again est une série qui a des enjeux graves et sérieux, tout en étant légère et parfois optimiste. Elle peut être intimiste et en même temps mettre en scène une révolution. Elle peut être engagée et s'inscrire dans le MCU. Elle peut rendre hommage aux comics et à la série Netflix et être sa propre œuvre en même temps. Le fait que la série soit tout ceci à la fois, malgré tous ses défauts, relève d'un petit miracle que je salue sans honte. Il y a énormément de choses à déplorer, du gâchis de certains personnages à la mise en scène jamais au niveau de son propos. Mais ces 2 saisons qui illustrent les dysfonctionnements et la corruption du système sont courageuses et remettent sur le devant de la scène le vrai rôle du super-héros, être un symbole. Ici un symbole d'espoir et de rébellion face à l'injustice et la tyrannie. Si vous trouvez ce propos naïf, grossier même, il suffit d'allumer la télévision ou les réseaux sociaux 5 minutes pour réaliser l'importance de ce message, de ce personnage et de cette série. I was detained for weeks, caged, like an animal, beaten under the Safer Streets Act. We were the missing. Daredevil freed us. Resist. Rebel. Resist. Revelar. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la partager, la liker, la commenter. Vous pouvez également participer au Ko-fi de la chaîne si vous voulez me soutenir financièrement, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle. Et j'en profite pour remercier Danny Fonz, Amélivre, Fouane, Gaëtan Grolier et Marathon Night pour leur soutien immédiat. Vous pouvez aussi ne rien faire de tout ceci et juste avoir passé un bon moment devant la vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est le but premier. Voilà. Merci beaucoup, des bisous et à la prochaine fois.